Ah, vous allez bien? Président, Comment vous allez? je vais très bien. Ok, vous êtes bien habillé là. Merci beaucoup. Ça va? Ça c'est Bon, on va faire ça. Ok. À l'occasion de l'ouverture de cette tribune d'expression populaire organisée par le Bureau de liaison avec le Parlement de la SENCO, nous sommes heureux de vous compter parmi les nôtres et vous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à cet exercice démocratique. Nous saluons de manière particulière la présence de nos orateurs. Il s'agit d'une part de son Excellence, Monsieur le Président de la CENI qui est en route, qui a lui-même tenu à nous honorer par sa proximité, preuve de l'intérêt qu'il accorde non seulement à nos activités, mais aussi et surtout à l'urgence de nous éclairer sur l'état d'avancement du processus électoral. D'autre part, nous sommes édifiés de la présence de nos honorables députés des différentes familles politiques qui, aux côtés de la société civile, ont accepté de venir partager leurs argumentaires respectifs par rapport au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État. Depuis déjà des années de son existence, le Bureau de liaison avec le Parlement poursuit sa mission qui consiste à favoriser de tels échanges entre le peuple congolais et leurs représentants afin de promouvoir la démocratie participative, informer la population et recueillir les préoccupations des citoyens. Faisant suite à la tribune d'expression populaire précédente du 20 février 2016, qui portait sur l'opportunité ou non du dialogue, la présente tribune d'expression populaire porte sur l'état des lieux du processus électoral. Quelle perspective dans les 6 mois à venir en RD Congo? Elle a pour objectif principal des échanges, les acteurs des différentes familles politiques, les organisateurs de la société civile et un panel de citoyens congolais sur les enjeux et défis du moment. Le PNP est honoré, la SENCO est honorée par la présence du président lui-même, le président du parti, qui va nous entretenir autour de ces questions. Il nous a été demandé de vous entretenir sur la question de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Un progrès ou un recul pour le dialogue national et inclusif. Je vous fais d'abord un rappel historique. La situation tant nationale, tant politique et sociale en RD Congo demeure toujours préoccupante et constitue un cas d'urgence. Une politique grave née des dernières élections de novembre 2011 a fini de plomber sérieusement l'avenir du processus de démocratisation du pays. Depuis 1996, année du début des conflits armés à répétition, qui jusqu'à ce jour endeuillent les populations congolaises, la communauté internationale n'a cessé de s'investir pour amener la paix et accompagner le pays dans ses efforts de normalisation de la vie politique par un laborieux processus de démocratisation. Dans notre tribune d'expression populaire, il s'agit de
l'honorable Vital Kamerhe, président du parti politique Union pour la Nation congolaise, qui va nous entretenir pendant 15 minutes autour du même thème. Honorable, vous avez la parole. Merci. Je tiens avant toute chose à remercier la SENCO pour l'honneur qui nous a été fait aujourd'hui de nous entretenir sur ce thème d'actualité. Je remercie tous les participants et je félicite les organisateurs, puisque c'est des chocs des idées, effectivement, qui jaillit la lumière. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, est-ce un recul ou une avancée pour la tenue du dialogue national? Je voudrais aborder ce thème suivant les sous-points ci-après. Je vais parler de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je vais essayer de faire un exercice de réflexion et de pensée avec vous pour savoir si l'actuelle majorité présidentielle peut se maintenir au pouvoir ou c'est un simple procès d'intention. Le troisième point, je vais parler du dialogue lui-même et je terminerai bien entendu par ce que nous proposons comme voie de sortie. Parce que ça ne sert à rien de venir ici pour critiquer et de rien proposer. Nous devons construire, il s'agit de notre pays. Majorité comme opposition, nous avons une responsabilité à des degrés divers. La société civile en tant qu'arbitre, mais aussi, elle aussi, elle a des responsabilités. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, je voudrais commencer par ce que cet arrêt n'a pas dit. L'arrêt n'a pas parlé et n'a pas rappelé à l'opinion, et c'était très important, l'article 74 de la Constitution, du serment du président de la République. Avant d'entrer en fonction, il jure, j'insiste bien, devant Dieu et la nation. C'est-à-dire Dieu, notre Créateur, la nation, le monde, les vivants et les générations à venir, d'observer, de respecter la Constitution et les lois de la République. 2. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas rappelé l'article 70, alinéa 1er, qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas rappelé l'article 220 pour dire que la durée et le nombre de mandats du président de la République ne peuvent être soumis à une quelconque révision. Il s'agit donc d'une interdiction absolue, intangible de la Constitution. Le peuple en a ainsi décidé et 9 juges de la Cour constitutionnelle n'ont pas le pouvoir de réviser cet article. Quand on dit, et ça n'a pas été dit, que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont applicables immédiatement, c'est l'article 168, mais on oublie la dernière ligne, je ne sais pas s'il faut appeler le deuxième alinéa, qui dit que tout acte contraire à la Constitution est nul et de nul effet. Mais on n'a pas dit sauf les actes de la Cour qui seraient contraires à la Constitution. Donc, même les actes de la Cour qui sont contraires à la Constitution sont nuls et de nul effet. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle a oublié de dire en réalité que c'est le président de la République, dans cette perspective d'impasse qui se profile à l'horizon, si rien ne fait maintenant, c'est encore lui
puisque l'article 75 et 76 de la Constitution sont clairs. C'est le gouvernement qui constate la vacance et par une saisine en informe la Cour. Et la Cour ne fait que déclarer la vacance. Ça signifie en d'autres termes, si le président de la République refuse de constater la vacance, la Cour ne peut pas se saisir automatiquement de la question. Ici donc, il est question de mettre le président de la République devant ses responsabilités et de lui demander d'opérer le bon choix, celui de respecter son serment. Et s'il veut respecter son serment, ça veut dire que dès à présent, il devait le faire depuis longtemps. Quand il sent que dans l'opinion, il y a un débat sur la non-tenue des élections, qui est une hypothèse qui n'est pas prévue dans notre Constitution, sur les intentions, je préfère être son avocat qu'on lui prête, de vouloir aller au-delà de son deuxième et dernier mandat, le président de la République, et c'est là que la Cour constitutionnelle a mal appliqué l'article 69. L'article 69 fait du président de la République l'arbitre du fonctionnement régulier de toutes les institutions de la République. Je sais de quoi je parle. J'étais président de l'Assemblée nationale. Nous avions fait en sorte que le président puisse nous réunir tous les 15 jours, pas pour nous donner des injonctions, mais pour s'enquérir de la bonne marche des institutions de la République. Et à cette occasion, il pouvait savoir comment les choses évoluent à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, au niveau des cours et tribunaux et d'autres chefs de corps. Et à ce moment-là, quand il y avait des matières électorales, M. l'abbé Malou était invité à cette réunion interinstitutionnelle. Donc, le président de la République, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il devrait très rapidement convoquer cette réunion et demander au président de la CENI, le président Nanga, pour dire pourquoi les élections ne se tiennent pas. Demandez au gouvernement si c'est à cause des moyens. Pourquoi vous n'avez pas donné les moyens? Demandez à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez voté les différents budgets des élections depuis 2012 jusqu'à ce jour? Parce que dès lors qu'on a organisé l'élection 2011, vous étiez tous censés savoir que nous avons tout un cycle qui doit continuer. Maintenant, je voudrais dire avec force que ce que la Cour constitutionnelle a fait, son arrêt, c'est une révision. Et je voudrais même ajouter, c'est un référendum déguisé. C'est très grave. La Cour constitutionnelle a violé la Constitution de la République, il n'y a pas de doute en cela. Mais laissons maintenant la Cour tranquille. Parce que, ici, le problème devient politique. Vous pouvez aligner des arguments juridiques, pendant toute la journée, vous n'allez pas trouver la solution. Le problème devient politique, et c'est pourquoi je voudrais aborder le deuxième point de mon exposé pour dire, est-ce que quand nous disons que l'actuel président veut se maintenir au pouvoir, il s'agit d'une certitude ou d'un simple procès d'intention? Nous nous disons qu'il y a des signaux qui montrent qu'il veut se maintenir au-delà du 19 décembre 2016. Premier élément, le 5 février 2012, les confessions religieuses, et la Sengo était représentée par Monseigneur Jomo, et toutes les confessions religieuses ont vu juste. Elles se sont dit, gouverner c'est prévoir. Au lieu de gérer la crise, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement l'endiguer en amont? Ils ont adressé la même correspondance, séparée, au président Joseph Kabila, qui est arrivé premier selon la CENI, au président Etienne Tshisekedi, qui est arrivé deuxième selon la CENI, et au président
Vital Kamerhe, votre service militaire. Le contenu, je ne peux pas le reproduire de mémoire, mais ils nous ont demandé de dialoguer pour éviter le chaos au peuple congolais. Le 5 février 2012, mais l'opposition politique a proposé un schéma que nous avions appelé le schéma d'Addis Abeba, de dialoguer avec le président Kabila. La réponse d'abord du président Kabila: j'ai gagné les élections, je n'entends pas négocier ma victoire. La réponse du président Tshisekedi: c'est moi le vainqueur, je n'entends pas non plus négocier ma victoire. La réponse de votre humble serviteur: il y aura et il y a déjà crise de légitimité au sommet de l'État. Un pays avec deux présidents, un proclamé et investi, un deuxième qui a la légitimité populaire et qui a prêté serment dans sa résidence. Et je crois que nous devons tout de suite et maintenant dialoguer pour résoudre rapidement ce problème de crise de légitimité. Ça n'a pas été fait. Nous avons même créé la coalition pour le vrai dialogue. Nous avons reçu la réponse du porte-parole du gouvernement pour dire que les opposants sont fatigués de l'opposition. Ils voudraient qu'à travers ce dialogue, nous puissions nous partager le pouvoir. Nous avons attendu jusqu'à la fin de l'année 2013. Finalement, nous avons rappelé aux uns et aux autres qu'il y a quand même un accord cadre d'Addis Abeba. Et en 2014, nous avons dit, ok, c'est fini, plus de dialogue, nous allons puiser de toutes les voies prévues par la Constitution et les lois de la République pour faire fléchir le pouvoir et que ce pouvoir accepte d'organiser les élections provinciales qui devaient se tenir d'après le pasteur Mouloula au mois de février 2012. Tout le monde a oublié ça. C'était une promesse de la CENI, mais c'est dans la continuité des affaires de l'État. Donc c'est depuis le mois de février 2012 que la CENI nous avait promis d'organiser ces élections. Nous sommes aujourd'hui au mois presque de juin 2016 et il n'y a toujours pas d'élection provinciale. Nous avons déposé à la demande du président Nanga nos candidatures, j'allais dire les candidatures de nos membres de nos partis. L'année passée, tout le monde a oublié. L'INC a payé 105 000 $ américains. Vous pouvez vérifier. Parce que tout le monde croyait, c'est jamais de la majorité, l'opposition va dire non. Avec un fichier corrompu, on n'accepte pas. Nous avons dit qu'il faut savoir prendre l'adversaire dans sa propre stratégie. Nous avons dit oui. Mais où sont les élections aujourd'hui? Est-ce que c'est la faute de l'opposition? Je ne pense pas non plus que ce soit la faute de la CENI. J'ai fait votre avocat, M. Nanga, tranquillisez-vous. Je voudrais dire aussi qu'il y a les livres du secrétaire général du PPRD qui avait dit entre l'inanition de l'État et la révision constitutionnelle. C'est tout dire, un constitutionnaliste. De l'intention de réviser la Constitution date d'il y a plus de 4 ans. Tout de suite après avoir été investis, je ne voudrais pas accuser si le président Kabila, je le respecte beaucoup, de la majorité présidentielle a commencé déjà à penser comment réviser la Constitution. Nous avons suivi la saga de l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Nous avons dit attention, pour identifier les fonctionnaires et pour identifier les policiers et les militaires, ça fait 6 ans, avec des méthodes biométriques, des méthodes sophistiquées, on n'a pas fini. Et alors, quand sera des 75 millions de Congolais, nous sommes partis pour 15 ans. On a compris la situation. Maintenant, vous nous prêtez les intentions. Les racensements, c'est une activité normale d'un gouvernement. Nous avons dit oui, faites-les après 2016, s'il vous plaît. Mais en janvier 2015, cette fois-ci, le masque est tombé, puisqu'un projet de loi qui conditionnait la tenue des élections à la réalisation du recensement général a été même voté à l'Assemblée nationale. Nous avons dit, messieurs, vous nous aurez sur votre chemin avec le peuple congolais. Nous sommes des légalistes, nous allons user de la loi sur les manifestations publiques et de la Constitution pour appeler le peuple à dire non à ces projets de loi qui risquent d'hypothéquer les élections, qui sont le droit souverain
d'un peuple. Les 12, nous avons fait le premier essai. On nous a tiré dessus, il y a eu des blessés. Janvier. Nous avons dit non, on a commis quelques erreurs, on a réajusté notre stratégie. Et du 19 au 25 janvier, pour la première fois, le pouvoir a retiré son projet de loi controversé. Mais nous sommes exactement dans la même situation aujourd'hui. Nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle controversé. Nous avons appelé le peuple le 26 à marcher pacifiquement. Et si on ne veut pas voir ce qu'on a vu, et le peuple s'est exprimé le 26, je ne voudrais pas faire le bilan ici, mais je voudrais déplorer qu'une manifestation acceptée par l'hôtel de ville. On nous dit la journée, voici l'itinéraire, 24 novembre jusqu'à la place Tchangel. À 19h30, la veille de la manifestation, une correspondance tombe. Conformément à notre entretien de séjour, je vous confirme l'itinéraire des avenues, de l'avenue des Juilleries jusqu'au terrain de Bambayoto. Mais tout le monde est informé par la RTNC, par Radio Okapi, par les réseaux sociaux, l'itinéraire qui avait déjà communiqué avant. Mais comment démobiliser les gens et informer qu'il y a un nouvel itinéraire à minuit? Et nous sommes dit que les militants restent tout simplement disciplinés. Il s'agit d'une manifestation. Quel que soit l'itinéraire, on ne voit pas une police en train de tirer sur une population le même niveau. Mais je me suis trompé, erreur. C'est nous qui avons emprunté le 4 novembre, nous avons eu moins de casques que ceux qui ont respecté l'avenir des Juilleries. C'est là qu'on a tiré sur Mme Basquina. Je ne vais pas vous donner des bilans puisque ce n'est pas ça l'objet du jour, mais je voudrais dire que ce sont des signes qui montrent que nos amis ne veulent pas et ils sont en train de poser un problème de se maintenir au pouvoir. Dans la majorité présidentielle, à la fin du mandat, formule une requête pour interroger la Cour constitutionnelle sur une phrase dans un français limpide dans la Constitution. L'article 70, alinéa 2. Ça ne demande aucune interprétation. Et pour nous, nous disons que cette requête n'avait pas de fondement juridique, dont la requête avait même été porteuse des germes de la violation de la Constitution. Et quand la Cour constitutionnelle a accepté de statuer sur cette requête, elle est tombée dans les pièges de la violation de la Constitution, parce que la réponse de la Cour constitutionnelle aurait pu être simple, pour dire, monsieur, votre requête là ne tient pas. Parce que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois, et il prend fin le 19 décembre 2016. Je vais rappeler à nos amis l'article 73 de la Constitution qui oblige à la CENI de convoquer les scrutins présidentiels 10 jours avant la fin du mandat du président de la République. Ils auraient pu dire à nos amis de la majorité présidentielle que l'hypothèse de la non-tenue des élections n'est pas prévue et moi, la Cour constitutionnelle, je ne suis pas un dévet pour prévoir les cas de force majeure. Les cas de force majeure, ça se constate et on les résout en 2006. Je vois beaucoup de gens dans cette salle, Madi Kalala, je vois encore Subamou Kalala, je vois beaucoup de gens. Mais on était bloqués entre le premier et le deuxième tour. C'est là que je voudrais dire, quand je parle de perspectives, que les amis de la majorité m'excusent. Je ne suis pas en train de vous accuser. Nous sommes sur des partenaires dans ce processus. Je vous interpelle plutôt, puisque je vous ai vu fêter pour dire que la Cour a tranché, donc le président Kabila va rester. Mais vous êtes en train de creuser une grande tombe pour le président Kabila. Et moi, je ne voudrais pas que le président Kabila meure. Non, moi je refuse. Je voudrais qu'il ait une vie après la présidence de la République. Il sera sénateur à vie. Nous pouvons adopter une loi qui lui donne un statut d'ancien président de la République, comme Kappa, comme Thierry Rawlings. Obama sera fier d'avoir sa fondation. Il va circuler, sillonner à travers le monde entier. Le président Kabila a l'occasion d'entrer dans l'histoire du monde. S'il prend une décision aujourd'hui de débloquer le pauvre président Nanga,
je crois que nous pouvons avancer, puisque ça ne sert à rien de commencer à quitter la CENI. Ici, non, on doit toucher là où ça fait mal et on débloque la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dialogue, recul ou avancer. Mais je voudrais vous donner d'abord notre position, nous, l'Union pour la nation congolaise, par rapport au dialogue. Pour nous, le dialogue est inopportun. Inopportun pourquoi? Parce que pour organiser les élections de 2011, nous n'avons pas été dialogués. Ce sont des missions et des prérogatives reconnues à la CENI. Donnez à la CENI les moyens, la CENI va vous organiser les dialogues. Fiabiliser la CENI en lui laissant son indépendance, éviter des injonctions, et vous aurez de bonnes élections. C'est ce que nous voulons dire ici. Monsieur le Président de la CENI, vous avez attendu le 11 février 2016 pour nous donner finalement le calendrier de l'enrôlement. Pour dire, pour nous, la CENI, après avoir examiné tout, nous allons faire un enrôlement qui va prendre 16 mois. C'est-à-dire, nous terminons l'enrôlement en juin 2017. Mais vous n'avez pas dit, après juin 2017, l'élection présidentielle dans votre propre logique interviendrait quelle date? Première question. Deuxième question, pourquoi avoir attendu 2016 alors que cet exercice, quand on a tiré sur les gens à Kinshasa, au Kavu, à Goma et partout ailleurs, en 2015, vous aurez pu dire, calmez-vous. Je lance à partir de ce mois de février 2015, l'enrôlement qui va se terminer en juin 2016. Mais nous serions dans le bon, il n'y aurait pas de discussion, puisque nous serions 6 mois avant la fin du deuxième et second mandat. C'est là que je voudrais rejoindre Bruno Mavungu pour dire, est-ce qu'il n'y a pas d'instrumentalisation quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas frein? Est-ce qu'on ne vous demande pas de gagner du temps? Je ne voudrais pas que vous puissiez répondre, puisque la réponse saute aussi. Et donc, je voudrais dire, pour résoudre ce problème, voici ce que je propose. Mais avant de proposer, je voudrais dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est venu plomber carrément les dialogues. Qu'est-ce que nous avons comme instrument aujourd'hui? Nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons la résolution 2098. Nous avons la résolution 2211. Nous avons aujourd'hui l'ordonnance du président de la République. Mais nous avons un facilitateur qui a été désigné à la personne d'Eden Kodjo. Maintenant, les dialogues, est-ce qu'on va faire les dialogues du président Kabila? On va faire les dialogues tels que prônés par les instruments internationaux. Premier conflit. Est-ce qu'on va faire les dialogues tels que le veut le président Etienne Tshisekedi, puisque les gens de la majorité étaient très contents en disant nous sommes déjà avec l'UDPS. Mais l'UDPS vous dit les dialogues ce n'est pas pour vous maintenir vous au pouvoir. Ce n'est pas pour comploter avec vous. C'est pour d'abord liquider le contentieux de 2011, baliser les chemins pour les bonnes élections et pour qu'il y ait alternance. Est-ce que vous parlez le même langage avant que nous puissions vous rejoindre dans ces dialogues? Mais quand la Cour, quand d'abord la CENI lance l'enrôlement qui va au-delà du 19 décembre 2016, cet enrôlement viole la Constitution, mais le dialogue va annuler l'enrôlement de la CENI, je ne pense pas. Donc vous allez dialoguer tout en ayant à l'esprit que vous aurez une transition, bien que vous aurez une vacance de pouvoir. Mais qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre 2016 dans cette perspective-là? Les chaos où on trouve déjà la solution maintenant. Mais quand la Cour constitutionnelle vient ajouter du piment, en disant, moi la Cour constitutionnelle, la question qui m'a été posée de savoir, après le 19 décembre 2016, le président Kabila reste ou il part? La Cour constitutionnelle vous dit,
en vertu des principes de la continuité du pouvoir et pour éviter les vides au sommet de l'État. Donc le Cour constitutionnel a dit qu'il reste. Et voilà pourquoi la majorité présidentielle a fêté cette victoire à travers 9 juges de la Cour constitutionnelle. Mais vous êtes réjouis trop tôt. Puisqu'au-dessus de la Cour constitutionnelle, il y a le peuple congolais. Avant le peuple congolais, il y a la Constitution de la République. Maintenant, le schéma est le suivant, chers participants. Nous demandons à la CENI, le 20 septembre 2016, ce n'est pas une question de moyens, une question de ne pas avoir les moyens de convoquer le scrutin présidentiel. Convoquez le scrutin présidentiel avec votre date à vous d'abord. Dites-nous, c'est 20 septembre, nous venons de convoquer le scrutin présidentiel. Mais pour nous, la CENI, techniquement, cette élection aura lieu en juillet 2017. Dites-le d'abord. Deuxièmement, nous, les politiques, nous allons entrer en danse avec la société civile qui va nous apporter des conseils pour dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen de considérer ces documents de la CENI comme les documents de discussion maintenant? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes sécurisés. Nous savons déjà qu'on a indiqué une date probable du départ. Donc il n'y a plus de procès d'intention. Mais seulement ça viole la Constitution. Maintenant, que faire? Que faire? Nous rentrons en politique. Nous disons ceci, chers participants. Le 19 décembre 2016, à début, le mandat du président Kabila prend fin. C'est-à-dire qu'il n'a plus la légitimité et il n'a plus la légalité avec lui. Il ne peut revenir le lendemain, c'est-à-dire le 20 décembre 2016, les amis de la majorité de tromperont, que si on lui donne une nouvelle légitimité, une nouvelle légalité. Ça va se passer comment? C'est pourquoi la première hypothèse, c'est que le président Kabila applique d'abord son serment, c'est-à-dire l'article 74. Tout de suite et maintenant, le président ne doit pas se taire devant cette avancée vers le chaos. Le président doit dire, on doit organiser les élections dans les délais constitutionnels. Les cas de force majeure, ce n'est pas son affaire. Voici les moyens que nous mettons à la disposition de la CENI. Que la CENI vienne nous prouver après, puisque si le processus est lancé et toutes les Congolaises, tous les Congolais sont convaincus, nous sommes au début du mois de novembre. La CENI a déjà affiché les listes, elle a déjà terminé tout, je ne sais pas quoi, où les listes sont en train de se confectionner, où l'enrôlement se déroule très bien et il y a une perspective de bonnes élections. Vous croyez que c'est là qu'on va brûler le Congo? Là, ça reste maintenant comment régler le cas du président Kabila, comment régler le cas de la Constitution. Puisque la Constitution devient difficilement applicable. Et cette Constitution ne donne pas le pouvoir au président Kabila après le 19 décembre 2016. Nous rentrons en politique. Et là, nous avons plusieurs hypothèses. Première hypothèse, nous discutons avec les amis, on réduit les délais. On me demande de m'arrêter, je peux m'arrêter là? Non. Ok, ça va. L'Assemblée souveraine, merci beaucoup. Merci. J'ai dit ceci. Nous devons pas faire l'hypocrite. La CENI nous dit par exemple l'élection présidentielle c'est le 2 juillet 2017. Nous disons si nous faisons partir Kabila par la Constitution, c'est le président qui est mobile en place. Mais pour combien de temps? C'est jusqu'au mois d'avril. Entre le mois d'avril et le mois de juillet, combien de mois? 3 mois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec la CENI et tout le monde, ramener les élections dans la tranche de janvier à avril? Comme ça, nous restons d'abord dans les délais de la Constitution. Est-ce que c'est impossible si on veut? J'ai dit, deuxième hypothèse et troisième hypothèse. Nos amis de la CENI peuvent nous sortir sur l'instrumentalisation du pouvoir en disant nous allons commencer par les élections municipales, locales et autres, et puis provinciales, et nous voici en 2018. Là, je préfère vous dire que vous aurez été responsable du chaos qui va survenir dans le pays, parce que vous le savez très bien que le gouvernement se tenir compte aussi de l'opinion.
Aujourd'hui, nous avions déposé nos candidatures pour les élections provinciales. Vous ne les avez pas faites. Aujourd'hui, l'élection contraignante dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Et donc, dans l'ordre de priorité, la CENI doit pas sortir une nouvelle théorie en disant non, nous commençons d'abord par les élections locales, municipales et autres. Nous connaissons cette carte et sous les aisselles de la majorité présidentielle, nous préférons le dire déjà maintenant et nous n'accepterons jamais. Maintenant, je voudrais remercier les participants et dire qu'à cette occasion, nous devons chaque fois nous rappeler qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent chaque jour à Béni. Et chacun de nous demander au gouvernement de la République de mettre tous les moyens qu'il faut pour mettre fin à ces massacres de Béni. Que toutes ces bombes lacrymogènes, que toutes ces armes sophistiquées que nous avons vues, les chars de combat qu'on sort chaque fois qu'il y a une manifestation, on les amène à Béni. Les avions qui nous ont dérangés dernièrement pour essayer de nous intimider à Kinshasa, on les amène à Béni. Et je crois qu'une bonne collaboration entre notre armée qui a montré qu'elle peut mettre en déroute le M23, une bonne collaboration des gestes avec la MONUSCO, on peut vite pacifier Béni et le Grand Nord. Je voudrais vous remercier. Je ne vais pas consommer totalement mon temps, mais je n'ai rien à dire. Je vous remercie. Même CENI a donné un calendrier, appelé cette fois-ci global, mais l'opposition, une fois de plus, l'a rejeté en disant que ce calendrier n'était pas consensuel. Ça, c'est important. N'était pas consensuel et qu'il y avait des différents éléments, des différents boulots d'étranglement qu'il fallait pratiquement se débarrasser au niveau du processus, notamment les fichiers électoraux. Depuis un certain temps, nous avons appris que le fichier électoral de la RDC était corrompu. Il y a à peu près 8,5 millions de jeunes Congolais qui ont l'âge d'être électeurs, qui ont eu 18 ans après 2011. Les jeunes gens doivent participer aux élections. Vous savez, plusieurs personnes sont parfois, lorsqu'ils sont devant les gens, ils veulent dire ce qui peut plaire aux gens. Non, ici ce sont des problèmes techniques. S'il n'y a pas enrôlement de nouveaux majeurs, s'il n'y a pas enrôlement de ceux qui se trouvent à l'extérieur, aujourd'hui nous parlons parfois sous une tension. La tension, ce n'est pas seulement la guerre. Un discours enflammé, c'est également une tension. Parce que l'histoire électorale de notre pays retient que souvent, lorsque les gens ne s'entendent pas, ils se mettent ensemble pour prendre des décisions consensuelles. C'est pourquoi je vous dis que je parle au nom d'une famille politique. Je ne me cache pas. Je parle au nom d'une famille politique. C'est pourquoi notre famille soutient le dialogue politique inclusif convoqué par le chef de l'État pour que les gens se regardent, pour que les gens puissent se mettre d'accord sur un calendrier. On va dire qu'il y a un calendrier constitutionnel. Ça, c'est raconter des choses. On va dire que le calendrier est dans la Constitution. C'est raconter des choses. On ne peut pas aller aux élections si les acteurs politiques ne se mettent pas d'accord sur le règle des jeux. Il faut qu'on se mette d'accord sur le règle des jeux. La première règle, c'est quoi? C'est le calendrier. Si nous sommes allés aux élections en 2006, vous avez posé des questions, je suis là pour vous. Si nous sommes allés aux élections en 2006, c'est parce qu'il y avait un calendrier accepté. Ce calendrier est le fruit de ce qui s'est passé à Sun City.
Les gens sont revenus de cette visite avec un calendrier. Élections, on devrait avoir les élections en 2005, et puis on dit on peut prolonger de 6 mois fois 2, la prolongation a eu lieu. J'ai parlé de prolongation ou bien de glissement dans les questions que vous avez posées. Je me réserve. Je sais que vous avez posé beaucoup de questions. Je me réserve. Je n'ai pas seulement ici en liminaire. Vous avez posé beaucoup de questions à moi. Je le sais. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu vous éclairer et vous donner notre position. D'après vous, le peuple congolais. La non-tenue des élections, je ne pense pas. Vous avez été dans le fief électoral de Bukavu, vous avez été en province orientale, vous avez été partout. Vous avez échangé avec la population. Vous vous êtes fait une idée de ce que veut la population en ce moment. Cette population depuis inculte, comme on le pensait à l'époque, la population sait très bien que si les sénateurs sont là, c'est parce que le gouvernement n'a pas programmé les élections et ces élections n'ont pas été programmées parce que les moyens n'ont pas été donnés à la CENI. J'ai fait votre avocat ici à votre arrivée. Si les moyens avaient été donnés avant, le pasteur Mouloud avait promis qu'il y ait des élections provinciales en février 2012. J'ai vu mon ami Colomoni, oui, il était très content qu'à la convention, nous attendions les élections en février 2012. Plus que ça, n'ayons pas la mémoire courte, qui a révisé la Constitution qui faisait que le deuxième tour c'était au fait l'élection des élections des députés provinciaux. C'est nous l'opposition. Soyez quand même juste dans votre jugement et dire la vérité, parce que vous êtes venu ici pour dire la vérité. Je voudrais dire, c'est bien, j'ai noté une grande contradiction. Tantôt vous parlez de la souveraineté, que la communauté internationale a son plan, mais tantôt la communauté internationale est de bord, puisqu'elle va vous donner la logistique. Non, n'entrez pas dans ces débats des politiciens. Faites votre travail. Comme la République, le gouvernement a un budget sur fonds propres et le gouvernement reçoit un complément de la communauté internationale. Je voudrais dire ce que moi, je voudrais vous conseiller comme solution. Peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Moi, je ne vous ai pas dit de prendre nécessairement la position de l'opposition. Je crois que l'assistance, il m'a suivi quand j'ai dit que la CENI, de la même façon qu'elle n'a pas attendu le consensus des politiciens, et nous a imposé quand même l'enrôlement. Mais l'enrôlement, c'est une partie du calendrier, à moins que vous me disiez le contraire. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu le dialogue pour fixer l'enrôlement? Alors, je voudrais vous dire d'assumer vos prérogatives. Je voudrais vous conseiller, Monsieur le Président, de retenir seulement les deux facteurs, et pour lesquels, heureusement, vous nous dites que le deuxième est OK maintenant pour la logistique. Alors, tout ce que nous devons faire, tous ensemble, c'est de demander au gouvernement, si j'ai bien compris, de donner les moyens à la CENI. Que le gouvernement donne les moyens à la CENI. Je voudrais terminer en disant que l'opposition ne prône pas le chaos. Non, ce serait malheureux que moi je parte d'ici en laissant croire aux gens qui nous dit non. Nous voulons que le président de la République respecte son serment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République. Que la CENI, quelle que soit la date que vous allez fixer, ça peut déjà déclencher de bonnes discussions, convoquer le scrutin présidentiel. C'est écrit dans la Constitution, pas les scrutins des législatives provinciales ou autres. Ça fait rire, c'est une très bonne chose. Mais à un moment donné, et vous et moi, nous n'arrivons plus à rire. Je me rappelle les discussions à la conférence nationale souveraine, et les moboutistes et les tshisekidistes riaient, mais quand on disait que Kabila est arrivé, plus personne n'arrive puisque tous sont retrouvés à l'issue. Vous avez réalisé, il n'y a pas de problème. Monsieur le modérateur n'est pas peur. Vous avez réalisé ce que Eden Kojo a pu réaliser. Nous sommes en dialogue, non? Nous sommes en dialogue. S'il vous plaît, ne nous coupez pas, laissons-nous dialoguer. Nous sommes des frères congolais, on n'a pas besoin d'être facilitateurs extérieurs nécessairement pour cela.
vision de l'Union pour la nation congolaise a toujours été constante. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape ici à la Senghor. C'est de discuter au sein de la CENI majorité et opposition. Nous y sommes. CENI majorité et opposition. Nous y sommes. Pour que la CENI nous dise, vous l'opposition, je vous reproche ça. Vous la majorité, votre gouvernement, vous ne me donnez pas ça. Et la communauté internationale, joignez-vous aux autres pour donner la logistique et la solution est trouvée. Je ne voudrais pas qu'on brûle le Congo. Vous avez suivi ce que l'honorable Chandal a dit. Il a dit qu'il n'y aura pas des élections, il ne faut pas qu'on vienne vous raconter des mensonges ici. Mais le président Corneille Nangaa, très subtil, l'a rappelé à l'ordre de la pas compris. C'est la prérogative de CENI de gérer les élections et c'est la prérogative de la Cour constitutionnelle, quand elle est saisie par la CENI, de dire oui, dans des conditions présentes là, il n'y a pas besoin d'organiser l'élection, vous la CENI vous donne une rallonge. Mais pas M. Chadali, pas les amis de la majorité présidentielle, pas les amis de l'opposition. C'est pourquoi nous devons d'abord tous dire qu'il y aura élection. Jusqu'à ce que la CENI et les faits sur le terrain nous prouvent le contraire. Et nous n'avons pas brûlé le Congo. Monsieur le Président, de la même façon que vous avez fixé le calendrier de l'enrôlement, dites aux Congolais, sur base des réalités qui sont le vôtre, et en feuilletant bien la Constitution, l'article 73, dites aux Congolais, quels que soient les acrobaties que je vais faire, je vais commencer par les locales et provinciales, mais voici la date de l'élection présidentielle. Vous la CENI, dédouanez-vous d'abord. Dites-nous cela, le 20 septembre 2016, ça va décrisper la situation. Votre document de la CENI, qui vient d'une institution républicaine d'appui à la démocratie, va constituer peut-être à les jours ultimes une base de discussion réelle et sincère entre la majorité et l'opposition. Pourquoi je le dis? Nous aurons finalement été rassurés que le président Kabila ne veut pas se maintenir au pouvoir, d'une part, et d'autre part, nous ne sommes pas entrés dans un dialogue pour accompagner nos amis de la majorité qui veulent visiblement opérer un coup d'État constitutionnel. Je termine en disant ceci. La CENI et la Cour constitutionnelle ont sauvé beaucoup de pays à travers l'Afrique. Ne vous politisez pas, s'il vous plaît. N'attendez pas le consensus des politiciens. Non. Un conseil gratuit. Vous vous rappelez bien qu'au Nigeria, on a voulu le président Goodluck Jonathan. Je crois que vous étiez partout ce moment. Quelqu'un de votre était parti à cette élection. Si vous ne savez pas, notre institution, nous la décrivons ici, mais les experts sont partout à travers l'Afrique. Mais vous avez vu comment le président de la CENI, dans un pays de généraux, a dit non, monsieur le président. Moi, je maintiens le cap, l'élection présidentielle et les gouverneurs auront lieu. Je ne mens pas. Nous prenons le cas du Sénégal. On a voulu amener les militaires à prendre des positions à la Cour constitutionnelle pour leur dire non, il s'agit de la nation. Nous sommes apolitiques, nous allons respecter les textes. Je peux vous citer une multitude de pays. Donc ne vous cachez pas derrière moi. Nous regardons en face avec Chadal, on se regarde de soir. Et quand j'étais dans le peuple, donc c'était tellement regardé que je l'ai trop vu. Donc, mon frère Chadal, ce que nous devons faire, je viens de donner ma proposition. Donner aussi une proposition concrète de la majorité. Ne dites pas, on va faire l'élection présidentielle rapidement. Non, rapidement, ça ne veut rien dire. Rapidement, ça veut dire, quand vous allez vous réveiller, donner le moyen à la CENI. Dites-nous, nous, à la majorité présidentielle, nous appuyons la CENI, qui va terminer son enrôlement en juin 2017, et nous pensons raisonnablement qu'en juillet ou août 2017, nous pourrons faire l'élection présidentielle. Et nous vous dirons ce que nous pensons. Ça peut être une base de discussion. Parce qu'à ce moment-là, vous nous aurez sécurisé, c'est une alternance et tout le monde saura que le président Kabila ne peut pas se maintenir au pouvoir. Ne creusez pas les tombes pour notre président avec vos conseils-là. L'alternance, ce n'est pas une sanction. À 45 ans, le président Kabila peut entrer dans l'histoire du monde. Le peuple congolais versatile peut le réclamer plus tard, on ne sait jamais. Si le passage
était vivant. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les gens disent maréchal la zone aujourd'hui. Pourquoi vous dites au président Kabila que c'est la fin du monde? Pourquoi vous l'effrayez? Laissez la CENI travailler, la Cour constitutionnelle aussi, son indépendance. Et les garants du fonctionnement harmonieux de toutes les institutions. Les sénateurs, les députés provinciaux, le gouverneur des provinces n'ont jamais demandé de demeurer en poste au-delà de leur mandat prévu dans la Constitution. Deuxième élément, le seul mandat auquel on fait allusion pour la convocation d'élections de façon stricte, c'est le mandat du président de la République. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. À moins que Sada maintenant considère que le président Kabila est devenu collègue de Jolino Makelele. Le président de la République, c'est un poste mystique, c'est un poste, vous avez toutes les armes. C'est incroyable quand on commence à comparer le président au sénateur. J'ai dit tout simplement, c'est très grave. Nous disons, parce qu'il concerne la Cour constitutionnelle, vous avez raison, parce qu'il concerne la qualité des juges, pour les jugements qui avaient été rendus par la Commission africaine des droits de l'homme, mais ça ne nous empêche pas, en tant qu'intellectuels, de noter que l'arrêt lui-même de la Cour constitutionnelle viole la Constitution. Et nous persistons et nous signons, c'est une révision et un référendum déguisé. Et moi, je l'ai apprêté au professeur Chibamokara. Il est dans la salle, si je crois qu'il est déjà parti peut-être. Alors, honorable président Toumé, quand vous dites que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est un calmant, non. C'est un détonateur d'une bombe que nous contenons encore. Et si cet arrêt continue, s'il n'y a pas de clarifications qui sont données, et si le président, en tant que garant de la paix et de la sécurité, ne se lève pas pour dire aux gens, attention, j'ai compris, la cité, ça ne va pas, parce qu'on ne gouverne pas les animaux. Le peuple n'a jamais tort. Quand le peuple se lève, et vous entendez par rapport à Mataniba, Togo, Maniema, Kinshasa, vous êtes président de la République responsable, vous devez vous adresser à la nation. Jadane ne peut pas se substituer au président de la République. C'est que le président l'a dit là, le président de la République l'a dit. Il dit, moi, Joseph Kabila, je n'ai jamais dit que je vais aller au-delà de mon mandat. Mais il le dit. Nous le prenons au monde, vous allez voir que la paix va revenir dans le cœur de tout le monde. Et même s'il y a dépassement d'un petit délai dans l'organisation des élections, ça ne sera plus imputable. Puisque lui, il aura fait son travail, et nous allons constater avec la CENI qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Mais nous voulons, et nous l'avons dit ici, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est venu répondre à une question inconstitutionnelle. Puisque quand les députés commencent à poser la question de savoir, en cas de non-tenue des élections, est-ce que le président va rester? Mais ce cas n'est pas prévu dans la Constitution. L'article 73 ouvre déjà cette carence qui dit que le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant. Il ne faut pas confondre. L'élection présidentielle n'est pas organisée 90 jours avant. Il est convoqué 90 jours avant. Voilà pourquoi j'ai dit au président de la CENI, convoquer le scrutin présidentiel le 20 septembre. Dites-nous, vous de la CENI, quelle est la date que vous avez prévue après l'enrôlement? Ici, il s'agit de prendre les amis de la majorité dans leur propre stratégie de l'Autriche. Maintenant, vous pensez que les gens vont vous dire, oui, oui, le 20, ça va briller. Non. Dites-nous, après l'enrôlement, quelle est la date de la tenue de l'élection? Mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Voilà ce que moi je considère comme un document de discussion responsable et sécurisé. Pourquoi? Parce que d'une part, nous aurons la certitude que le président Kabila est réellement dans son deuxième et dernier mandat. D'autre part, il ne sera pas candidat aux élections. Si ces deux conditions se réunissent, mais la question de la Guinée, vous allez voir, elle va s'écouter, puisque le président Kabila ne trouve plus d'intérêt de prolonger les choses alors qu'il ne savent pas de profiter. Il risque de dire, faisons les élections le 27 novembre. Il peut aussi répondre. Mais quand les gens parlent du temps écoulé, ils ont dit que le pasteur Burunda a commencé réellement les opérations électorales au mois d'avril 2011. Mais par quelle magie a organisé les élections le 28 novembre 2011? Mais vous avez constaté la casse
tout de suite après. Et nous avons dit les confessions religieuses, c'est les premières. Mais vous avez dit non. Nous avons parti, mais le président Sekei aussi avait dit non au dialogue à ce moment-là. Il n'y a que nous qui avons dit oui. Mais on ne peut pas monologuer. Est-ce qu'on peut dialoguer seul? Nous sommes dans la Bible, dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour dialoguer, il y a un temps pour aller aux élections. Le temps d'aller aux élections est arrivé. Le dialogue, là, c'est un dialogue piège. Je ne peux pas comprendre un dialogue où le nombre de prisonniers politiques et d'opinion ne fait qu'augmenter. Des poursuites judiciaires ne font qu'augmenter. Est-ce que ce climat-là favorise réellement la tenue d'un bon dialogue? Toutes les télévisions, Canal Fiti télévision fermée, je ne sais pas, je vous fais la liste de tout ça fermé. Donc le nombre de télévisions de l'opposition et radio a fermé le fait que croître. Les étudiants en prison, l'histoire vous avez suivi, les jeunes à Goba, les massacres à Béni. Est-ce que le climat vraiment, vous nous avez lancé des signaux qui montrent que vous voulez aller à un bon dialogue? Nous ne voulons pas aller nous compromettre. Nous ne sommes pas contre que les Congolais se parlent. C'est pourquoi je ne vais pas fuir la question. Tandoumé a été très astucieux. Il a cru me prendre au monde, mais il a voulu aider l'auditoire. Il a dit qu'il a apprécié ce que j'ai dit, que nous commencions déjà à parler ici, devant le président de la CENI. Comment ça va se poursuivre? Voici ma réponse, elle est simple. La dynamique de l'opposition a déjà rédigé son cahier des charges. Et nous disons que nous ne sommes pas, n'avons pas le monopole du savoir et de la vérité. Nous demandons aux amis de la majorité de rédiger aussi leur cahier des charges par rapport au calendrier, enrôlement, jeunes, financement et sécurisation. Vous allez déjà régler. C'est le gouvernement et la police. Il reste public et le plan des calendriers d'enrôlement. Alors, que chacun de nous fasse le document comme nous l'avons fait. Nous avons démontré, nous avons appris l'OIF, qu'il y a moyen d'écourter les délais d'enrôlement. Les amis de la majorité peuvent nous démontrer que c'est impossible. Mais certainement, on va tomber à une position qui ne sera ni de la majorité, ni de l'opposition. Il me semble que c'est ça, en fait, le bon de négociation ou le bon pour parler. Si vous venez avec une position et vous dites que c'est ma position qui doit triompher à tout coup, vous êtes un mauvais négociateur. Donc je voudrais que de part et d'autre, nous puissions comprendre cela et que ce soit seul le peuple congolais qui gagne dans ce que nous avons fait. L'évolution cette fois-ci, pas faite par la constitution, par les individus. Et c'est très grave, mais il est déjà parti. Je vous remercie pour toutes les questions qui ont été posées, les contributions. Ce pays est notre pays. Nous devons nous aider nous-mêmes pour que la communauté internationale nous aide par la suite. Mais si nous avons tous les regards tournés vers l'Europe, pour que c'est l'Europe qui va nous amener toutes les solutions, nous aurons été des démissionnaires et une élite incapable. Mais moi, je suis optimiste. Je suis convaincu de la même façon que je l'avais dit à San City avant qu'on conclue l'accord global et inclusif. Les Congolais, de la même façon, qui se sont entendus pour ne jamais s'entendre, ils arrivent à étonner tout le monde, à s'entendre après 24 heures. On a passé une année à Lusaka et San City, et à moins de 48 heures avec Moustapha Niasse, on a conclu l'accord global et inclusif. Mais sans compromission. Nous ne voulons pas un dialogue où on va aller installer quelqu'un au pouvoir, ou un dialogue où on va aller pérenniser quelqu'un au pouvoir. Nous voulons un dialogue qui va s'appeler, je ne sais pas comment, mais à travers la CENI, où on va permettre au peuple congolais de renouveler sa confiance à ses dirigeants. Pas de coup d'État, mais aussi pas se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Dans les deux cas de figure, nous sommes dans l'article 64. Je vous remercie. Qui disait qu'elle avait apprécié cette tribune et la façon dont elle s'était déroulée. Effectivement, je crois qu'on a réussi à permettre une expression libre, respectueuse et fraternelle. À tous les participants, je dis merci et je les invite à applaudir les organisateurs et les orateurs. L'éclairage que je peux apporter sur la question du fichier électoral et de la préparation des élections, il y a 3 articles que je leur recommande dans Congo Afrique
numéro 459 de 2011, 474 de 2013 et 504 d'avril de 2016. Merci, vous trouvez là des éléments qui peuvent nourrir votre réflexion sur le fichier électoral et ses problèmes. Merci beaucoup. Merci. Le mot de remerciement qui sera prononcé par le premier secrétaire général de la SENCO, M. l'abbé Donatien Chaude. M. l'abbé, vous avez la parole. Chers invités, chacun à son titre, nous voici au terme de notre tribune d'expression populaire qui a eu l'opportunité de rassembler les grands ténors de la majorité de l'opposition et le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons suivi que personne ne conteste le principe du respect de la Constitution. Personne ne conteste le principe de l'alternance par les élections démocratiques. Personne ne conteste l'éventualité d'identifier les cas de force majeure qui pouvaient objectivement aboutir à un dépassement. Tout le monde est cependant conscient qu'il y a un blocage qui exige un dialogue. Blocage dû par les divergences de vues sur les questions fondamentales. Je signalerai entre autres sur la question du respect de l'article 70, le respect de l'article 73, pour l'opposition, la dynamique de l'opposition. L'électorat doit être convoqué au plus tard le 19 septembre 2016. Le 20 septembre 2016. Pour l'opposition, l'UDPS, c'est quelque chose qu'on peut négocier. Pour la CENI, pour qu'il soit en mesure de convoquer l'électorat, il doit d'abord connaître le nombre de sièges. Et cela ne peut être possible qu'après avoir fini l'opération de la révision du fichier électoral, quand on connaîtra le nombre exact des électeurs. Pour la majorité, l'article 73 est à oublier. Voilà pourquoi il y a nécessité d'un dialogue et personne ne conteste le principe du dialogue. C'est plutôt la forme et le décor du dialogue qui posent problème. L'Église catholique reste toujours disponible pour mettre les uns les autres ensemble afin de trouver une solution susceptible d'apporter la paix durable pour le bien-être du peuple congolais. Sur ce, je déclare close cette tribune d'expression populaire. Je vous remercie. Quand il s'agit de débattre devant le président de la Commission électorale nationale indépendante, ça a toujours été notre approche. Nous avons dit que nous voulons parler de l'organisation des élections.
le seul cadre constitutionnel qui nous permet de le faire sans entrer dans une organisation extra-constitutionnelle, c'est de le faire au sein de la CENI. Et voilà, moi j'étais encouragé quand on m'a dit que le président Corneille Nangaa allait être là, et en plus je suis catholique aussi. J'avais aussi cette protection de l'Église catholique, donc je savais qu'on ne pouvait pas parler de n'importe quoi. Vous avez vu que ça a été un débat enrichissant. Vous avez le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, secrétaire général adjoint du PPRD, parti présidentiel, mon frère Chandari Ramazani. Nous avions le secrétaire général de l'UDPS, c'est-à-dire le chef du gouvernement du parti de M. Tshisekedi, et nous-mêmes. Et on avait Yamba Yamba comme expert devant le premier secrétaire adjoint de la CEMPO, le modérateur qui a fait du bon travail. On a échangé en famille et devant vous, et les questions, on faisait les partout. Le peuple congolais a compris aujourd'hui que les retards des élections à tous les niveaux, c'est d'abord à mettre sur le compte de la majorité présidentielle, et spécialement ceux qui dirigent le pays. Parce que si on avait donné à la CENI les moyens en 2012, en février, comme le pasteur Mulunda l'avait dit, on aurait déjà eu des élections provinciales. Et les municipales et locales allaient suivre. Et maintenant, on serait en train de parler que de l'élection présidentielle et législative nationale. Maintenant, nous sommes en 2016. On nous jette sur la figure l'enrôlement qui va aller jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Mais la question que nous avons posée à tout le monde et au président de la CENI, pourquoi cet enrôlement que vous avez rendu public en février 2016, vous ne l'avez pas fait en février 2015, de telle sorte que nous puissions être dans le délai sans nous bousculer? Nous avons dit au président de la CENI, puisque vous connaissez la date de la fin de l'enrôlement, c'est-à-dire en juin 2016, dites-nous, 2017, dites-nous maintenant et que le peuple congolais vous entende, après l'enrôlement, vous fixez la date de la présidentielle, quand? Parce que si nous avons ça, ça signifie deux choses. La première, c'est que les élections auront lieu coûte que coûte. La deuxième, c'est que nous venons là d'obtenir officiellement que le président Kabila ne sera pas candidat, qu'il est en train de partir. Et donc, maintenant, nous pouvons entrer dans un dialogue sécurisé. Puisque, à ce moment-là, nous sommes en train de discuter, ça devient un document pour discuter. Nous, de l'opposition, nous allons démontrer qu'il y a moyen de diminuer les délais pour l'enrôlement et faire des élections au plus tard, peut-être au mois d'avril. Mais dans tous les cas de figure, on peut le faire dans les délais constitutionnels. Nous sommes dans un décor où nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est une révision et un référendum déguisé, qui est au fait une carte blanche qu'on donne au président de la République, qu'il y ait élection ou pas, il sera président jusqu'au jour où la CENI aura suffisamment de moyens pour élire son remplaçant. Mais ça peut être en 2025. On a posé la question à Chandari, l'honorable Chandari. Dites-nous, ça sera quand? Au début, il disait, bon, très rapidement, mais à la fin, finalement, après avoir été acculé, il a dit, puisque le Sénat a glissé, et puisque les professions ont glissé, donc le président de la République va avoir un long glissement. C'est très grave, c'est une offense faite au peuple congolais, et c'est même cette fois-ci une révision faite par un seul individu, et nous réfutons tout cela. Le dernier mot reviendra au peuple congolais. C'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui à l'honorable Chandari, dites et conseillez au président de la République la voix du peuple. C'est la voix de Dieu. C'est-à-dire l'article 74, où il a prêté serment d'observer, de respecter la constitution des lois de la République, qu'il puisse partir dans les délais et il va entrer dans l'histoire du pays. Parce que l'alternance n'est pas une sanction. Et il a dit